Bonjour, merci beaucoup. Merci au laboratoire des imaginaires pour la préparation de ces colloques. Et merci à tous les intervenants parce que vraiment, ça fait 2 jours que je suis accroché à mon écran. C'est vraiment, toutes les interventions sont fascinantes. Je vais partager mon écran et je vais commencer. Hop. Alors, c'est ça. Donc là, normalement, ça devait être bon. Voilà. Quelqu'un peut me dire si c'est bon, si tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Donc, je lance les chronos et je commence. Donc, voilà. Donc, ma communication s'appelle Les corps disparus, une présence, un creux. Donc, aujourd'hui, je vais me remonter un peu pour commencer. Aujourd'hui, on identifie les mots colossos comme une statue de grande taille ou quelqu'un avec une extraordinaire force ou puissance. Mais dans la Grèce archaïque, ces mots, les mots colossos, font référence à une pierre dressée ou enterrée, substituant les corps du disparu. Comme l'explique l'historien Jean-Pierre Vernant, quand un homme parti au loin semble disparu à jamais, ou lorsqu'il a péri sans qu'on ait pu ramener son cadavre ni accomplir sur lui les rites funéraires, les défunts, ou plutôt son double, sa souchée, restent aérés sans fin entre les mondes des vivants et celui des morts. Il n'appartient plus au premier, il n'a pas encore été relégué dans les deuxièmes. Aussi, son spectre recèle-t-il d'une puissance dangereuse. On voit bien ici l'importance du rite funéraire dans les processus du deuil. Sans rite, sans corps à veiller, les disparus a un statut incertain. Il n'est pas présent en tant que corps vivant, mais il n'est pas non plus véritablement mort, présent en tant que corps absent, en tant que cadavre. Et en absence de ces cadavres enterrés, notamment pour les disparus dans la mer, les Grecs archaïques se servent du colossos pour signifier l'absence, pour la matérialiser. À travers les colossos, le mort remonte à la lumière du jour et manifeste aux yeux des vivants sa présence, présence insolite et ambiguë qui est aussi le signe d'une absence. Donc, l'enjeu symbolique du colossus est de produire une forme plastique paradoxale, car elle rend tangible l'absence du corps. Il ne s'agit pas d'imiter les physiques du disparu, ce n'est pas une sculpture dont on parle. Cette pierre brute incarne l'absence du cadavre afin de permettre que la souchée du disparu n'erre pas pour toujours entre les vivants. Donc, la souchée, dans un langage plus contemporain, on pourrait l'appeler parfaitement l'âme, l'esprit ou le fantôme. Et voilà. Donc, en plus de cette fonction magique, les colossos rend aussi possible le travail de deuil, car en absence du cadavre, il comporte l'acceptation du fait que la mort s'est produite. Donc, je vais m'intéresser ici à des fictions audiovisuelles de 2 dernières décennies où l'absence du cadavre est aussi matérialisée par des formes paradoxales qui, comme les colossos, rendent tangible l'absence du corps. Certaines d'une manière positive, remplissant l'espace du cadavre avec un autre volume, d'autres d'une manière négative, vidant cet espace pour représenter les creux. Dans les vidéos, il n'y a pas de son. Si vous voyez qu'il n'y a pas de son dans les vidéos, c'est moi qui l'ai enlevé pour pouvoir parler sur les vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais commencer par analyser 4 formes de représentation du corps disparu dans les séries Lost et The Leftovers, puis je vais m'intéresser d'une manière plus directe à la figure du fantôme, emblématique de la représentation de cette présence-absence. Concrètement, à 2 formes du fantôme en négatif dans l'image, dans les films Cairo et Juon. Donc, je commence. Voilà. Donc, si on parle d'absence du corps, ces 2 séries, Lost et The Leftovers, ont marqué les esprits dans les 2 dernières décennies. Les 2 ont en commun la présence de Damon Lindelof comme showrunner et scénariste, et les 2 montrent les 2 faces d'une même pièce, celle de la disparition des êtres humains et ses conséquences. Dans l'une, des côtés des disparus, dont Lost en français perdu ou égaré, dans l'autre, du côté de ceux qui demeurent alors que d'autres sont disparus. Donc, des leftovers, en français, ceux qui restent. Dans les 2, on trouve de différentes formes pour matérialiser, pour rendre tangible l'absence de ces corps disparus. Alors, je commence par...
voilà, je commence par Lost. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les débuts de Lost racontent l'accident du vol 851 de Oceanic Airlines dans une île a priori inhabitée et l'adaptation des survivants à la vie dans l'île. Des multiples et variées formes qui alimenteront pendant 6 saisons la mythologie de la série, donc ours polaire, sculpture, trappe, etc. On trouve dans l'épisode 5 de la... voilà. On trouve dans l'épisode 5 de la première saison cette image du cercueil vide. Celui-ci est censé contenir les corps de Christian Shepard, donc les pères de Jacques, les personnages qu'on voit, un des personnages principaux de la série. Et ce qui est arrivé au corps, ni Jacques ni les spectateurs ne le sauront jusqu'à la 6e saison. Mais ce qui m'intéresse ici principalement, c'est cette image du cercueil vide. Après avoir traversé l'océan Pacifique pour aller récupérer les cadavres de son père, qui était mort en Australie, Jacques se retrouve sans corps à veiller. Même après sa sortie de l'île, il devra enterrer un cercueil vide. Et voilà comment les Grecs archaïques les craignaient. Cette impossibilité du deuil comportera pour Jacques l'hantise d'une forme fantomatique de son père. Voici donc une première forme de représentation du corps absent, le cercueil vide, qui comporte l'impossibilité du deuil et l'hantise du disparu. À l'inverse de ce cercueil vide, on découvre dans l'épisode 2 de la 4e saison une forme qui est censée combler ces vides. Des faux cadavres de tous les occupants de l'avion. Donc voilà. Ceux-ci sont retrouvés à l'intérieur d'un autre avion placé au fond de la fosse des Java par le milliardaire Charles Widmore afin de maintenir en secret l'île. Ces cadavres sont montrés à travers l'enregistrement vidéo. Même s'il est impossible de les sortir de là-bas pour les enterrer, l'enregistrement exerce comme preuve et rend les cadavres pressants, même si c'est pressant virtuellement. Les disparus ne le sont plus, puisqu'il y a des cadavres à veiller, même s'ils sont à 7 km sous la mer. Le deuil des familles est donc possible. Voici donc une deuxième forme de représentation du corps absent, le double, un autre corps figurant être celui du disparu. Deuil possible et apaisement de ce qui reste, même si c'est grâce à la tromperie et à la présence virtuelle du cadavre à travers la vidéo. Alors, on passe à The Leftovers. Et dans The Leftovers, on trouve les deux mêmes types de représentations, en positif, en volume et en négatif, en creux. La série, pareil, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la série raconte principalement les deuils des différents personnages après la disparition du 2% de l'humanité. Comme les disparus dans la mer de la Grèce archaïque, il n'y a pas de cadavres à enterrer ni veiller. Aucune explication, ni pour les personnages, ni pour les spectateurs, ne sera véritablement donnée dans la série. Je fais là en parenthèse. Il y a une explication de Nora dans les derniers épisodes de la série, mais on ne la voit pas. Ça pourrait parfaitement être une invention de ce personnage pour justement pour pousser son processus de deuil. Mais ce n'est pas forcément la véritable explication de la disparition pour les spectateurs. Et je ferme la parenthèse. Et voilà, donc si dans Lost, Charles Widmore place des faux cadavres afin de mitiger les enquêtes sur l'île des familiers des victimes, ici, c'est le groupe des coupables survivants, donc une sorte de secte qui apparaît après la disparition, qui s'occupe de fabriquer des poupées grandeur nature représentant les disparus, afin de les confronter à leurs proches. Voilà. Donc, à différence des colossos, dont on a expliqué plus haut qu'ils ne reproduisaient pas les traits des disparus, mais simplement signifiaient son absence avec une pierre, ces poupées reproduisent les traits humains d'une manière qu'on ne peut définir que comme d'inquiétante étrangeté. Voilà.
placé aux endroits où le disparu s'est trouvé au moment de sa disparition, la présence de ces poupées révolte les habitants de la ville de Mapleton jusqu'à produire des attaques aux locaux des coupables survivants. Si dans Lost, le but des cadavres était de faciliter les deuils et empêcher une possible enquête, ici, le but de ces poupées, troisième forme de représentation du corps disparu, est le contraire. Il est de se souvenir des disparus, de ne pas les oublier, de contrarier un deuil qui pour eux est non réalisable, même pas envisageable. Le personnage de Meg, une des coupables survivants, l'écrivant sur son carnet. On les a obligés à se souvenir. Donc, dans cela, les changements de générique de la première saison, celui qu'on est en train de voir, à celui de la deuxième et troisième saison, qu'on va voir après, et ce changement est très significatif des changements que cet acte produit dans les personnages. Celui de la première saison montre une animation au style de la peinture de la Renaissance, où on voit des gens s'envoler, sans que les autres ne puissent rien faire, sorte d'allégorie de l'instant de la disparition. On voit très clairement les rapports à la religion. Voilà, donc ça c'est celui de la première saison. Et voilà celui de la saison 2 et 3. C'est clair qu'un changement de générique s'est produit. Et dans celui-ci, on voit défiler des photos complètement banales desquelles on a arraché certains des personnages. Ce changement de générique n'est pas sans rapport avec la narration. Au début de la série, l'intérêt semble porter sur le pourquoi de cette disparition. Dès là, les génériques avec cette représentation grandiloquente et chargée de mysticisme. Par contre, de par le développement de la narration, on comprend que c'est pourquoi n'est qu'une accroche pour parler de quelque chose de beaucoup plus commun, les deuils. Le générique devient alors plus trivial, une photo de famille avec un trou. On ne s'intéresse plus au pourquoi de la disparition, mais au creux laissé par celle-ci. Les disparus ne sont plus des héros ou des saints, mais tout simplement du vide. Voilà. Donc on trouve dans ces génériques une quatrième forme de représentation du corps absent. Ces belles images qui pourraient appartenir à la publicité de l'appareil photo du dernier téléphone portable deviennent, avec les manques du personnage, étranges et mélancoliques. Elles font penser en même temps au passé, à un personnage qui aurait été arraché d'une photo, mais aussi au futur, à des images qui n'existeront jamais car la personne qui devait y être a été arrachée de la réalité. Le fait que les trous ne soient pas noirs, mais remplis d'autres images, un ciel, une forêt, c'est là une double fonction. D'un côté, ils donnent de la profondeur, montrant bien qu'il ne s'agit pas d'une tâche, mais d'un trou, d'un volume. Et en même temps, ils renvoient également au vide, à l'absence totale d'être humain. Les deuils s'installent en forme de trou au milieu de ces images archétypales du bonheur. Donc voilà, cette forme plastique ouvre vers un nouveau régime dans la représentation du corps absent, différent à ce qu'on a vu jusque-là, même s'il est en rapport avec les cercueils vides. On voit bien que dans les faux cadavres, dans l'avion de Lost et dans les poupées grandeur nature dans des leftovers, ceux-ci substituent les corps absents, les remplacent physiquement, occupant l'espace que les corps vivants pourraient occuper. Comme les colossos, il s'agit d'une représentation positive, une forme plastique en volume. Les cercueils vides envoient déjà vers un autre régime de représentation car ils signalent, en le délimitant, l'espace que les corps occuperaient mais qui est vide. Les trous dans les images du générique de Leftovers insèrent ce vide dans l'espace occupé pour ce qui reste. L'absence du corps n'est pas délimitée comme dans les cercueils, elle est tangible. Elle a un volume même si celui-ci est un négatif. Elle est une présence, mais une présence en creux. Hop. Voilà, donc je reviens sur les images du fantôme, entre guillemets, du père de Jacques. Et comme on l'a vu, l'impossibilité de deuil produite par les cercueils vides produisent pour les personnages de Jacques dans Lost une hantise. On est d'accord, je reviens sur ça, qu'aux révélations qui suivront, surtout dans la 6e saison, on ne peut pas vraiment parler des fantômes,
mais tel que ces personnages élus par les spectateurs en ces moments, dans la première saison, il s'agit bien d'un revenant, de quelqu'un qui était censé être mort et qui revient, donc d'une forme d'antise. Donc voilà, quelqu'un qui erre entre les mondes des vivants et celui des morts. Donc, si jusque-là, je me suis intéressé à des types de représentations de disparus, je vais maintenant, à partir de cette forme en creux qu'on a trouvée dans les génériques de The Leftovers, m'intéresser plus concrètement à la figure du fantôme, qui est celle sur laquelle porte ma recherche théorique et plastique. Donc voilà, dans son ouvrage Théorie des fantômes, le théoricien du cinéma Sébastien Rogier se pose la question suivante. Comment advenir corps d'apparition quand le corps lui-même n'est plus? C'est-à-dire, c'est la question première de la représentation du fantôme. Comment représenter le fantôme? Quelle forme donner à une présence sans corps? Et lui-même répond, le fantôme doit trouver un corps d'apparition en adéquation avec son statut d'inadéquation. Cette inadéquation est la présence paradoxale dont on parlait, le fait d'être à la fois présence et signe d'une absence. Je vais donc vous parler du film Kairo de Kiyoshi Kurosawa, film de 2001. Donc, avec un groupe de personnages bien moins viscéraux que ceux de Lost et de Leftover, le film Kairo propose aussi des disparitions, cette fois-ci moins soudaines et sur fond d'isolement et d'incommunication. Et dans une société hyper technologisée, c'est drôle parce je relisais la synopsis du film et il parle des sociétés hyper technologisées alors qu'on est en 2001. Je ne sais pas trop quel adjectif on pourrait donner à la société d'aujourd'hui si celle du 2001 était déjà hyper technologisée. Mais bon, bref. Donc, très résumé, la narration du film est la suivante. Dans l'au-delà, il n'y a plus de place, il est blindé. Et donc, les occupants de l'au-delà ont trouvé une manière de, à travers les réseaux Internet, revenir aux espaces des vivants et s'incarner. Pour cela, ils ont besoin non pas seulement de tuer les vivants, mais de les empêcher de devenir fantômes, car s'ils devenaient des fantômes dans l'au-delà, les problèmes recommenceraient. Et donc, dans Kairo, il existe un double processus de désintégration du corps vivant et d'incarnation du fantôme. Les corps vivants ne disparaissent pas d'un instant à l'autre. Sa désintégration progressive, on peut la décrire de la façon suivante. Dans les images, vous savez toutes les étapes de cette désintégration. Donc, l'être vivant, au contact avec un site web qui les propose de rencontrer un fantôme, rentre dans une forme de dépression qui les conduit finalement au suicide. Puis, pendant un temps où son statut est incertain, son statut matériel, il garde encore la forme qu'il avait quand il était vivant. Et il devient des apparitions sur des écrans et face à d'autres êtres vivants. Ensuite, il se transforme dans une tache noire, à moitié anthropomorphique, sur une surface, un mur ou par terre, et finalement, la tache est effacée par le vent qui étale une sorte de cendre. Même si le processus est plus long que dans The Leftovers, ce qui reste dans Kairo, très peu à la fin du film, sont aussi face au vide, au manque de cadavres, au manque d'objets du deuil. De ce processus, voilà, l'étape qui m'intéresse le plus en rapport avec mon sujet, c'est cette tache noire sur les murs ou par terre. Entre la forme fantomatique qui garde encore les traits du vivant et la disparition totale de l'être, on trouve cette forme que, malgré l'opposition du Kurosawa à cette interprétation, et il est très difficile à ne pas mettre en rapport avec les images de corps disparus d'Hiroshima et Nagasaki. L'ombre, double par excellence de l'être humain, reste ici orpheline, dissociée du corps vivant. De l'image du corps, de son volume, il ne reste qu'une tache noire et plate, rendant tangible son absence, sorte de négatif de sa présence. À différence du colossus ou des poupées grandeur nature, la précarité de cette forme ne durera pas très longtemps et le vent l'effacera en forme de particules qui s'envoleront. Elle ne dure que le temps de signifier l'absence du corps, de rendre pressant et tangible le néant auquel bientôt le vent réduira cet être. Donc, dans le processus inverse, donc celui des fantômes en train de s'incarner pour revenir aux espaces des vivants, on trouve cette autre forme réciproque. Voilà.
Donc, la supposée silhouette du fantôme, aperçue du coin de l'œil par les jeunes Kawashima, les personnages qu'on voit, se révèle comme le véritable aspect d'un de ces fantômes en train de s'incarner. Une forme anthropomorphique, noire, s'étendant debout au milieu de la scène. Pas de visage, pas de traits, rien qu'une figure humaine en creux. Kawashima se trouve face à l'absence en elle-même, au manque du personnage, mais aussi au manque d'image. Donc, Diane Arnaud, qui est une chercheuse en cinéma japonais, définit cette forme comme fantôme en forme de flamme, suie noire se mouvant dans les plans de la manière, dans les plans à la manière d'une dépouille de l'image. Il est très intéressant l'utilisation de ce terme de dépouille, car en sculpture, la dépouille, c'est cette partie qui facilite les démoulages de la sculpture. Donc, on voit bien comment on est dans les vocabulaires et dans l'imaginaire du creux, d'une forme qui est présente par soustraction. Si la tache noire aplatissait la dernière image du corps avant sa disparition, cette forme prépare l'espace pour le volume que le fantôme acquérera dans son processus d'incarnation. Et on trouve une représentation très similaire dans les premiers volets de la série de films Ju-On, même dans l'original japonais que dans son adaptation américaine, tous les deux réalisés par Takashi Shimizu. Donc, même si dans les multiples apparitions, le spectateur perçoit le fantôme de Kayako sous une forme fantomatique plus classique, donc elle a la même apparence que quand elle était vivante, mais en plus pâle et couverte de sang. Quand Kayako est captée par la caméra de vidéosurveillance du commissariat, elle apparaît comme un volume négatif dans l'image. Je n'ai pas trop le temps de parler de ça, mais le philosophe Pierre-Damien Huyghe, il parle d'une sensibilité propre aux appareils qui n'est pas celle des humains. Donc, il dit basiquement qu'un appareil voit et entend d'une manière différente à l'être humain. Donc, voilà. Ici, le fait que la caméra de vidéosurveillance soit la seule à percevoir Kayako de cette manière, dit beaucoup de comment elle n'est... on ne sait pas si elle n'est pas capable d'interpréter le paradoxe de la présence-absence ou justement elle est capable de voir plus que l'être vivant. Donc, je passe là. Alors, pour finir, par rapport à ce régime du vide dans la représentation du corps, je vais utiliser les mots du philosophe et historien de l'art Georges Didier Huberman, mots qu'il utilise pour parler de l'œuvre de Claudio Parmigiani. Donc, Parmigiani, c'est un artiste qui il fait un type d'œuvre qu'il appelle dell'occasione. Et basiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il pose des objets, ici une sculpture, contre un mur ou contre la toile. Et il fait du feu, il est dans une salle fermée, il la remplit de fumée, puis il va aérer la salle et retirer l'objet. Et il obtient des images comme celle-là. Donc, Didier Huberman, par rapport à son œuvre, il parle d'une œuvre pour sculpter l'absence. Donc, voilà, je trouve que ces mots illustrent bien les représentations du corps disparu en creux que je vous ai montré.